Lutte contre les mutilations génitales féminines. Désormais, ce sont les jeunes qui sont en première ligne. Un engagement et une détermination renouvelés aujourd'hui même au palais de Koussiam. Un combat dans lequel ils peuvent compter sur le soutien du chef de l'État. Explication en début de journal. Près de 780 000 candidats, plus de 15 milliards et demi de francs CFA. Ce sont les chiffres des examens scolaires cette année. CEP, BEPC, BEP et CAP pour tous ces examens. Les épreuves ont débuté ce matin. Lancement officiel à Banfoura. Dans quelques instants, le film de la cérémonie et les images des autres régions. Un bureau sortant dont le mandat a expiré et une fronde qui a abouti à la mise en place d'un autre bureau. La crise au sein de la communauté musulmane perdure et cette fois, c'est la coordination des jeunes musulmans qui propose sa médiation. Une démarche présentée à la presse aujourd'hui. Les détails à suivre. Bientôt des unités mixtes opérationnelles de lutte anti-braconnage en milieu forestier. La convention a été signée ce matin entre le ministère de l'Environnement, celui de la Défense et un consortium d'ONG. Préservation des ressources et lutte contre l'insécurité, l'enjeu est double au moment où les groupes armés terroristes occupent certaines réserves. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils sont jeunes et sont désormais les porte-étendards de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Un engagement pris à la 20e journée nationale de lutte contre la pratique et renouvelé aujourd'hui même au président du Faso. Et une chose est sûre, ils peuvent compter sur le soutien du chef de l'État, Salif Belem Ismaël Diloma Sirima. Transmission de témoins à la jeune génération pour continuer la lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF. À travers cet acte symbolique, le président du Faso montre qu'il fonde ses espoirs sur cet engagement des jeunes à lutter contre la pratique de l'excision. Pour vaincre les MGF au Burkina, ces jeunes des 13 régions misent sur les actions en vue de changer les mentalités. Nous marquons avec force et conviction notre disponibilité entière à accompagner les efforts du gouvernement et de l'ensemble des acteurs de la lutte à travers notamment le renforcement des actions de sensibilisation auprès de nos pairs, auprès des autorités coutumières et religieuses et auprès des leaders d'opinion pour éradiquer les mutilations génitales féminines. Cet engagement sera suivi de bout en bout par le ministère en charge de la femme et de la famille, qui est convaincu d'atteindre l'objectif zéro MGF d'ici à 2030. C'est agi en effet de projeter les actions à venir avec la jeunesse, faire de lance de notre nation, afin d'accélérer l'atteinte de la tolérance zéro au MGF en 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Le président du Faso et son épouse, déjà engagés sur le terrain de la lutte contre les MGF, saluent cet engagement des jeunes. Avec à leur côté ces jeunes qui représentent l'avenir, le couple présidentiel est plein d'assurance. Ce qui est important pour nous, c'est que ces générations de jeunes vont marquer la rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle qui est montante, et va marquer également dans le même temps une évolution progressive et beaucoup plus décisive de la lutte contre, je dirais, l'excision dans notre pays. Dans ce combat, le président du Faso et les jeunes pourront compter sur le soutien des autorités religieuses et coutumières. La Côte d'Ivoire rend hommage à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé brutalement le mercredi dernier. Cérémonie de recueillement ce matin à Abidjan. L'occasion de saluer la mémoire de ce grand commis de l'État ivoirien. Un hommage en présence du premier ministre Christophe Dabiré qui a porté le message de compassion du président du Faso et de l'ensemble du peuple burkinabé. Compte rendu de notre envoyé spécial Vincent Kendrebego. Le Premier ministre Christophe Dabiré sur la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly, défunt Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ce 14 juillet, la nation ivoirienne rend officiellement hommage à son chef de gouvernement décédé le 8 juillet dernier. Aux côtés du président Alassane Ouattara, des délégations étrangères, parmi lesquelles le président sénégalais Macky Sall et le Premier ministre guinéen, et bien entendu le chef du gouvernement qui ont assisté aux obsèques nationales de l'illustre disparu. Obsèques marquées par des discours d'hommage des compagnons de lutte et de parcours politique d'Amadou Gon Coulibaly qui rappellent le militantisme, le courage et l'engagement de celui qui les appelle le lion.
Engagement non seulement pour faire triompher les idées de son bord politique, mais aussi pour le développement de son pays, la Côte d'Ivoire. À Abidjan, Christophe-Joseph-Marie Dabiré a conduit une délégation composée de membres de son gouvernement, du premier vice-président de l'Assemblée nationale et des représentants de partis politiques, notamment Simon Compaoré de la majorité présidentielle et Zéphirin Diabré de l'opposition politique. Une délégation officielle pour exprimer les condoléances des Burkinabés au peuple et aux autorités ivoiriennes. Nous sommes venus au nom du président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, pour présenter nos condoléances et nos sympathies à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à l'ensemble de la nation ivoirienne qui a perdu un homme d'État. Un homme d'État qui a conduit les destinées du gouvernement de Côte d'Ivoire pendant un certain nombre d'années et qui a rendu d'énormes services à ce pays frère. Amadou Gon Coulibaly, nous l'avons connu de façon particulière dans le cadre des réunions que nous entretenions à travers le traité d'amitié et de coopération. C'est un homme affable, disponible et extrêmement compétent sur le plan technique qui a toujours apporté sa contribution à la consolidation des relations de coopération entre nos deux pays. Moment de vive émotion, le président Alassane Ouattara élève le défunt Premier ministre à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume. Les hommages se terminent par un défilé militaire en l'honneur de l'homme d'État Amadou Gon Coulibaly et à l'issue desquels l'État ivoirien remet le corps à la famille Gon Coulibaly et le reste se passe en famille. Voilà, je vous le disais en titre, c'est le moment de vérité pour les candidats aux différents examens scolaires, CEP, BEPC, CAP ou BEP. Ils sont au total près de 780 000 soumis aux épreuves depuis ce matin. Le coup d'envoi officiel a été donné à Banfoura dans les Cascades, Lamine Karantao et Ali Traoré. Il est 6 heures à l'école Centre B de Banfoura. L'heure est à la concertation entre candidats CEP et encadreurs avant tout accès à la salle. Lavage obligatoire des mains, port de cache-nez, l'appel peut ainsi débuter. 48 263. Ouattara Fatima Leila Dorfa Well. Une dernière vérification par un ancien élève de cet établissement. Le ministre en charge de l'éducation est là pour encourager et rassurer ses élèves. Donc vous aussi vous allez avoir monté et puis dans quelques années vous allez nous remplacer. Je compte sur vous. Place maintenant à la composition dont le temps est donné par le professeur Stanislas Waro avec l'épreuve de rédaction. Autre lieu, même constat. Ici au lycée municipal Fadou Ganyamien de Banfoura, le ministre effectue le même exercice avec les candidats au BEPC. La première épreuve est la dictée avec pour titre le devoir du fils. C'est vrai que ça se passe dans un contexte particulier où on a donc une succession de crises. La première crise, c'est la crise sécuritaire, mais qui, malgré donc cette crise, nous avons constaté un taux d'accroissement moyen de 5 à 6% en termes de nombre de candidats. La deuxième crise, c'est le contexte sanitaire, la maladie à coronavirus qui a provoqué une perturbation de ces examens, mais malgré tout, donc on a repris le 1er juin et se sont bien préparés. Et enfin, donc, il y a le contexte lié à la crise sociale, la fronde sociale et tout, mais qui n'a pas donc, empêché que les choses se passent bien. Notre souhait, c'est que tout se poursuive normalement. Concernant les localités frappées d'insécurité, le ministre en charge de l'éducation dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de ces examens. Pour la plupart des zones difficiles, donc, les élèves ont été déplacés dans des sites plus sécurisés. Donc cette année, nous n'avons pas organisé des sessions de regroupement comme on le faisait, parce que nous avons anticipé cette fois-ci de façon à ce que la plupart de ces élèves-là composent dans des zones sécurisées. Ils sont au total 446 138 candidats à se lancer cette année pour la conquête du CEP, dont 20 421 pour les Cascades. Pour le BEPC, ils sont 317 995. Pour le CAP et le BEP, ils sont 15 409 candidats. Même cérémonial de lancement tôt ce matin au niveau déconcentré, comme vous le voyez dans les images. Dans toutes les 13 régions, l'administration des épreuves a bien démarré. En images, l'ouverture des premières enveloppes à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, Tenkodogo,
Gawa, Fadangourma, Kaya ou encore Dori. Et dans l'ensemble, aucune fausse note n'a été rapportée. Début des épreuves également pour les candidats au certificat de qualification professionnelle. Cette année, ils sont 5400 à se lancer à la conquête du précieux parchemin dans divers domaines. Et cette fois, c'est le ministre de la Jeunesse qui a donné le coup d'envoi. C'était ce matin au Centre régional de formation professionnelle de Ouagadougou, Nongba Kouda et Sébastien Zango. Le ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le rôle de surveillant au Centre de formation professionnelle de Ouagadougou à Dassasgo. Organisation du travail, c'est la première épreuve du certificat de qualification professionnelle session 2020 devant les 50 candidats après 2 années de formation théorique et pratique en coupe-couture. La théorie, c'est l'organisation du travail, la technologie d'atelier et la pratique, c'est réalisation du patron et réalisation du produit. Ils sont 356 candidats à composer dans ce centre et 4 autres métiers sont concernés: maçonnerie, mécanique auto et 2 roues et plomberie sanitaire. Nous sommes venus souhaiter donc la bonne chance donc à tous ces candidats et les encourager pour ce qu'ils font et les rassurer que nous serons toujours derrière ces candidats-là. Et maintenant et après leur sortie, et surtout après leur sortie, parce que c'est de cette façon que nous pouvons donc renforcer l'employabilité des jeunes. Sur l'ensemble du territoire, ils sont environ 5400 candidats à composer dans 10 métiers au certificat de qualification professionnelle, session 2020. Et c'est sûr, certains admis aux épreuves du BEPC cette année vont pouvoir poursuivre leurs études au lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso. En tout cas, le chantier avance bien. 86% de taux d'exécution. Hier, le ministre Ouaro a fait un tour sur le site pour un constat. Lamine Karantao et Karim Sissé. Après le rendez-vous manqué des Jeux 2019, les différents entrepreneurs en charge de la construction du lycée scientifique de Bobo-Dioulasso ont mis les bouchées doubles. Pas question pour eux de rater une nouvelle fois le délai. Un engagement qui a fait bouger les lignes. Et sur le terrain, les œuvres les plus complexes sont presque à terme. Le coordinateur du chantier rassure quant au respect de la date de fin juillet 2020. Nous sommes autour de 86% de taux de réalisation. Et nous pensons que le 31 juillet est tenable. Parce que le bâtiment qui reste en complexité, ce n'est pas un bâtiment qui va traîner. Et nous pensons que le 31, nous allons effectivement terminer les infrastructures. C'est dire que le mois d'août sera consacré aux travaux d'équipement des différents blocs pédagogiques ainsi que le laboratoire et le dortoir. Le matériel d'équipement est déjà sur place. Si tout se déroule comme prévu, l'infrastructure sera totalement achevée avant la rentrée scolaire 2020-2021. De quoi satisfaire le ministre en charge de l'éducation en visite sur les lieux. Aujourd'hui, je suis très satisfait, je suis très heureux de constater que nous pourrons, au moins cette fois-ci, dire aux élèves, aux nouveaux élèves donc, qui seront admis au BPC, qui seront sélectionnés pour les lycées scientifiques nationaux, et à ceux qui sont donc qui étaient en seconde, qui passent en première, et ceux qui étaient en première, qui passent en terminale, et enfin ils pourront loger ici. C'est en février 2019 que les travaux de construction du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso ont été lancés. Et selon le cahier des charges, le délai d'exécution des travaux était de 6 mois. Et puis, vous le savez, les examens cette année se déroulent dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Comme on l'a vu, port du masque obligatoire pour les candidats car la maladie est toujours là et même que le nombre de cas actifs est reparti à la hausse ces dernières semaines. Vigilance donc et respect des mesures barrières, insiste le Comité national de gestion de la crise. Urbain Benito Sommet et Maïmouna Traoré.
5e réunion du Comité national de gestion de la crise de la pandémie de la maladie à coronavirus. Les membres ont adopté le rapport de la 4e réunion et fait le point de la mise en œuvre des actions des différents comités sectoriels. C'était également l'occasion d'examiner le protocole d'ouverture des frontières. Avec l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines, le comité appelle au respect des mesures barrières. En ce qui concerne l'ouverture des frontières, c'est une décision qui est de l'ordre du Conseil des ministres qui s'assurera sur la date et les étapes prévues dans cette réouverture-là. En ce qui concerne le rebond, vous avez raison, notre dernière réunion, la 4e réunion, on avait une seule région concernée, aujourd'hui on en a 5. Ça veut dire donc qu'à la fois nous avons des cas importés, mais nous avons également de plus en plus de cas au niveau de la communauté. D'où l'intérêt justement de cette réunion qui a mis l'accent sur la volonté manifeste de réengager le processus de communication sur ces mesures barrières, de réimpliquer les communautés ou de les impliquer dans le cadre de la lutte, justement dans le cadre du respect des mesures barrières. Et je crois que vous êtes, en tant que médias, des relais importants de cette situation-là. Et les différents acteurs viendront donc à votre rencontre pour pouvoir justement porter les messages et avoir cette adhésion des populations. Le comité remercie les partenaires pour leur accompagnement dans la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Crise au sein de la communauté musulmane, je vous le disais en titre, la coordination des jeunes musulmans propose sa médiation. C'est un engagement pour la réconciliation et l'apaisement des cœurs. Ce matin, elle était face à la presse pour présenter sa démarche. Souleymane Sanou, Isiaka Nana. La crise au sein de la communauté musulmane préoccupe à plus d'un titre la coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso CJMB. Une crise née du problème de renouvellement des instances dirigeantes de la communauté en fin de mandat. La scission est consommée et face à la presse ce mardi matin, la CJMB propose sa médiation. On a déjà fait une première étape qui consistait à écouter les deux parties. Voilà, nous avons fait notre conférence de presse et à l'issue de ça, nous allons faire une AG. Et au niveau de l'AG, nous allons décider et ces décisions, nous allons les porter au niveau des deux parties. Et à l'issue de ça, nous allons voir comment résoudre définitivement cette crise. L'ambition affichée par la coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso à travers cette conférence de presse est donc claire, appeler tous les protagonistes sur la table des discussions. Nous véhiculons des mots de réconciliation, nous véhiculons des mots de consensus, nous véhiculons des mots de cohésion, nous véhiculons des mots de pardon sincère. Voilà, pour une réconciliation et l'aboutissement d'un bureau unique, c'est-à-dire une communauté musulmane rassemblée et unie autour d'un seul bureau. Pour y parvenir, la CJMB appelle tous les musulmans sans distinction de bord à la soutenir et à l'accompagner dans toutes ses actions entrant dans la résolution de cette crise, et ce, pour le bonheur de tous les musulmans du Burkina Faso. La réconciliation et la paix au cœur également du Forum national initié par le Conseil économique et social, le CES qui invite à la réflexion sur les ressorts de notre diversité culturelle. Le forum s'est ouvert ce matin à Koudougou. Roger Kam et Solange Guigma. Considéré comme le 4e pilier du développement durable et comme une meilleure arme face au torrent de la globalisation et de l'uniformisation des sociétés, la diversité culturelle peut servir à implémenter une synergie d'action entre les populations pour faire face au terrorisme et construire le pays. C'est la conviction du Conseil économique et social en organisant ce forum. Il y a des forces extérieures qui ont cherché à faire disparaître nos cultures. Nos solutions ne se trouveront jamais ailleurs. Nos solutions viennent de l'intérieur. Et si nous creusons au sein de notre pays, si nous révisions notre histoire, si nous analysions nos cultures et que nous tirions le maximum de ce qui est bien dans les cultures, nous pourrons vraiment construire et nous développer harmonieusement, sans que ça donne l'impression de quelque chose
qui nous est imposé et qui est venu d'ailleurs. À travers ce forum, le Conseil économique et social entend créer un cadre d'échange et de réflexion prospective avec les différents acteurs du développement sur la diversité culturelle. À l'issue des débats, des recommandations sont attendues en vue de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel et des valeurs endogènes burkinabais. Et s'il y a un moment où la paix sociale est souvent mise à rude épreuve, c'est bien celle des élections. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, on prend les devants, le CSC, qui entend jouer pleinement son rôle de régulateur des médias dans la période électorale qui s'annonce, un rôle présenté et expliqué hier aux acteurs de la région de l'Est, Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Quel rôle joue le Conseil supérieur de la communication CSC dans la gestion de la communication en période électorale? C'est autour de cette problématique que se tient cette conférence publique initiée par le CSC à l'endroit des forces vives de la région de l'Est. Nous avons entamé avec l'accompagnement du PNUD, que je remercie, et une série de conférences publiques. Nous sommes dans une période très difficile pour notre pays et nous partons vers des élections très difficiles. Nous devons conjuguer nos efforts pour réussir ce pari afin que le peuple burkinabé sorte grandi de ces élections. Également, des journalistes des régions de l'Est et du Centre-Est seront outillés sur le traitement de l'information électorale. C'est important, quand nous approchons des élections, que les journalistes aient cette formation sur le traitement de l'information en période électorale. Également, que les agents relais du Conseil supérieur de la communication soient également renforcés dans leurs capacités pour assurer le monitoring du travail que les médias vont faire. Et chacun, dans son domaine, doit s'interroger sur comment s'investir dans la recherche de la paix et de la stabilité de notre pays. C'est pourquoi j'ai fait mienne cette préoccupation du Conseil supérieur de la communication pour appeler l'attention des médias et de toutes les forces vives de notre pays sur la nécessaire préservation de la paix, sans laquelle aucun développement ne sera possible. Ces séries de conférences publiques et de formations des journalistes sur la gestion de l'information électorale concernent 4 localités, à savoir Fadangourma, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Waïgouya. Pour des élections apaisées, le ministère des Droits humains affûte également ses armes. L'heure est pour le moment à la définition de stratégie. Il faut dire que le défi est particulièrement grand cette année vu le contexte sécuritaire. Bernard Kombilem et Maxime Zongo. Bientôt des élections couplées au Burkina et le ministère en charge des droits humains qui entend s'y impliquer pleinement a convié l'ensemble des acteurs de première ligne pour des échanges élargis. Le thème de la réflexion, contribution du ministère des droits humains et de la promotion civique pour des élections apaisées dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Nous partons vers l'organisation des élections couplées, présidentielles et législatives. Donc il est important pour le ministère des droits humains et de la promotion civique d'avoir un regard prospectif sur la tenue de ces élections-là. Il est donc nécessaire pour tous les acteurs que nous ayons une synergie d'action et surtout pour le ministère des droits humains de proposer des actions pour une contribution de notre ministère à un retour à la stabilité et à la cohésion sociale. Cette rencontre servira de tribune pour l'évaluation des performances du département, mais aussi de prendre des décisions importantes pour une mise en œuvre réussie de la politique du ministère. Ce cadre de concertation, selon Maminata Ouattara, permettra également d'apprécier les actions menées par son département afin de capitaliser les acquis et corriger les insuffisances constatées. Bientôt, des unités mixtes opérationnelles de lutte anti-braconnage en milieu forestier. Je vous le disais, la convention a été signée ce matin entre le ministère de l'Environnement, celui de la Défense et un consortium d'ONG. Préservation des ressources et lutte contre l'insécurité. L'enjeu est double au moment où des groupes armés terroristes occupent certaines réserves. C'est le cas notamment du parc W. Ali Pendjari, le film de la cérémonie avec Gérard Sommet et Oumou Sissé.
Le projet d'appui à la gestion durable et participative des espaces forestiers du bassin de Mékrou au Burkina Faso, bientôt dans sa phase opérationnelle. Une phase qui débute avec ses signatures de conventions tripartites entre le ministère de l'Environnement, le ministère de la Défense et un consortium d'ONG. Il s'agit d'un projet pour sauver le complexe W.Ali Pendjari des braconnages et de l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. L'autre volet est de sécuriser le complexe pour éviter qu'il soit un refuge des groupes terroristes. Nous sommes également conscients de la limite d'intervention du Corps des eaux et forêts. C'est pour cette raison que nous saluons la signature de cette convention de ce matin, qui permettra aux forces en charge de la conservation, à savoir les eaux et forêts, de travailler en symbiose à travers une équipe mixte. Cette force mixte ou l'unité spéciale opérationnelle de lutte anti-braconnage aura une formation spécifique adaptée au contexte sécuritaire actuel. Le projet prévoit également un volet communautaire. Ce volet communautaire met les communautés au devant de la scène qui vont elles-mêmes essayer de poser un diagnostic de la situation. Elles vont elles-mêmes proposer les solutions et elles participeront justement à la mise en œuvre de ces solutions. Ce qui leur permettra de s'approprier le projet pour un renforcement des synergies d'action. Le projet d'appui à la gestion durable et participative des espaces forestiers du bassin de Mékrou est financé par l'Union européenne et le gouvernement canadien à plus d'1 milliard de francs CFA. Et c'est dans ce contexte que le Burkina s'apprête à célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Rendez-vous ce 18 juillet à Banfora, une commémoration autour du thème « Tous unis pour la préservation de la biodiversité, source de vie ». Les enjeux avec Nongba Kouda et Pascal Canet. Attention, la biodiversité est en danger. C'est le cri de cœur des experts de l'environnement en cette Journée mondiale de l'environnement. Des espèces pourtant indispensables à l'équilibre de la nature sont surexploitées et risquent de disparaître à jamais. D'où cet appel à une prise de conscience individuelle et collective sur la situation de la biodiversité. Au Burkina Faso, la situation s'est exacerbée avec l'insécurité. Des hommes armés infestent les forêts et rendent le travail de protection difficile et même impossible par endroits. Des inquiétudes. La dégradation de la biodiversité est assez avancée, et au Burkina Faso en particulier. Évidemment, la présence du grand banditisme au niveau de nos forêts, ça participe à la dégradation des ressources naturelles. Il y a le fait que ces éléments ou bien les populations qui s'y sont installées font des prélèvements, aussi bien sur les espèces végétales que les espèces animales. Et ça fait que, véritablement, on n'a plus le contrôle de la gestion de ces massifs forestiers. Si rien n'est fait, le Burkina Faso risque de perdre certaines espèces emblématiques comme l'éléphant. Déjà, on constate que les vautours se font rares dans certaines villes. On se réfère aux rapports qui sont produits. Au Burkina Faso, on note particulièrement que les éléphants, les caméléons et les charognards sont presque en voie de disparition du fait que certaines personnes sont à la recherche de l'ivoire, de la peau du caméléon. Si vous prenez la ville de Ouagadougou, on note que ces dernières années, il n'y a pratiquement plus de charognards, alors que quand même les charognards constituent un maillon assez important puisqu'ils participent à débarrasser l'environnement des déchets. Cette année, c'est à Banfora que le Burkina Faso célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Dans cette ville, les acteurs du monde de l'environnement vont réfléchir sur les moyens de préserver la biodiversité burkinabé. Au sein du ministère, il y a des projets, des programmes qui travaillent dans le sens de la préservation et la restauration de la biodiversité. Si je prends un exemple, il y a le programme d'investissement forestier qui travaille beaucoup dans le domaine de l'aménagement des ressources forestières et dans la sécurisation foncière des massifs forestiers. Le directeur général de la préservation de l'environnement rappelle cependant qu'aucune institution à elle seule ne pourra protéger la biodiversité. C'est la prise de conscience de chaque citoyen et les petites actions individuelles qui peuvent protéger la biodiversité, d'où le thème de cette année, tous unis pour la préservation de la biodiversité, source de vie. Votre émission de redevabilité Dialogue citoyen, c'est dans quelques instants à 21h et pour en savoir davantage, nous retrouvons Simon Gongo depuis le studio production. Bonsoir Simon.
Bonsoir Simon Gongo, si vous me recevez. Alors, il faut dire que nous parlons ce soir eau et assainissement. Et souvenez-vous, il y a 5 ans, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'était engagé à ce qu'il appelait zéro corvée d'eau. Et mieux, il avait promis un accès, 100% d'accès donc à l'eau potable en milieu rural ou encore urbain. Il a promis de construire des latrines dans les marchés ou dans les écoles. Et ce soir, tout simplement, nous allons voir avec le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement si tous ces engagements ont été tenus. Voilà visiblement des problèmes de retour avec Simon Gongo. On a compris donc en tout cas le contenu de l'émission ce soir. Et ce qu'il faut préciser également, c'est que c'est une émission interactive. Ça veut dire que vous pourrez poser des questions sur la plateforme Prisimètre, mais également par des appels téléphoniques. Soyez donc au rendez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Dialogue citoyen dans quelques instants donc. À 23h, c'est Amandine Lalsaga qui vous retrouve pour la dernière édition. Bonne suite du programme.